Mais oui, ça peut être une question d'ailleurs intéressante. Comment réussir à identifier un mur porteur? Alors, c'est pas évident de l'expliquer sur un live TikTok, mais il y a plein d'indices sur l'épaisseur du mur, même si c'est pas à prendre au pied de la lettre, sur la résonance du mur quand on le sollicite, même si c'est pas à prendre au pied de la lettre, etc. C'est aussi vrai pour déterminer certains modes de construction. J'ai un agent il y a peu de temps qui a rentré une maison à la vente et qui m'a dit j'ai un doute sur le fait que ce soit une maison préfabriquée, type Phoenix. Ben, je lui dis il y a plein d'astuces, monte dans les combles, regarde si on est sur une charpente traditionnelle ou une fermette en bois ou si tu as des éléments métalliques, tape dans les murs à l'extérieur, est-ce que ça sonne creux comme une isolation par l'extérieur ou est-ce que ça sonne la maçonnerie bien pleine? Et voilà. Dad, où est-ce que je pense, ça y est, les questions commencent, ça me fait plaisir, merci. Pensez-vous que les taux vont encore augmenter ou le soufflet va retomber un peu? Alors déjà, Dadou, tu peux me tutoyer, on est à la cool sur TikTok, merci d'être là. A priori, pour en parler avec des banquiers, avec des courtiers, ils vont continuer encore à augmenter quelques mois pour se stabiliser et baisser en 2024. Je ne le promets pas, mais c'est ce que me disent les professionnels que je côtoie régulièrement. Alors, je parle souvent de la notion de taux d'emprunt qui a évidemment une influence sur le pouvoir d'achat de tout le monde, mais qui a un impact moins grave pour les investisseurs que pour ceux qui veulent acheter une résidence principale. Quand on achète une résidence principale, la hausse des taux, on la subit de plein fouet, même si en théorie, elle s'accompagne d'une baisse des prix. C'est moins vrai quand on fait de l'investissement locatif parce qu'il y a un intérêt fiscal à la déduction des intérêts. Donc c'est moins grave. Salut Lola qui nous dit ouais, ça fait longtemps. Oui, Lola, tu es souvent sur mes lives. Ça fait moi aussi plaisir de recommencer. C'est bizarre, j'en ai pas fait depuis un mois et j'avais la même appréhension que la première fois que j'en ai fait un. Alors que après, ça a roulé. Merci Lola d'être là. Tu t'intéresses à l'investissement immobilier locatif de mémoire, donc cool que tu sois là. On a TRK qui nous demande si on peut acheter avec un CDD et un bon apport. Alors oui, est-ce qu'on peut? Oui. Est-ce que ce sera facile? Non. Je te conseille d'avoir affaire à un banquier ou à un interlocuteur qui soit décisionnaire dans certaines banques comme le CIC, le Crédit Mutuel, etc., où tu vas avoir notamment un responsable d'agence qui va pouvoir poser sa signature et donc t'octroyer un prêt qui ne serait peut-être pas accepté par le siège. Moi, j'ai toujours été indépendant dans ma vie, non salarié, agent commercial, gérant d'entreprise, etc. Et bah, si je m'étais adressé pour faire mes financements à des banques classiques, comme la Banque Postale, la Société Générale, et bah, 9 fois sur 10, j'aurais pas obtenu mes prêts. Je suis à chaque fois allé voir des banques où on a un décisionnaire en agence qui a un pouvoir de signature jusqu'à 5, 6, 500, 600, 700 000 euros et qui peut bah, prendre un peu ses coronesses, comme on dit, excusez-moi, même si en plus mes banquières sont plus souvent des femmes, mais au moins accepter un emprunt à des profils un peu plus atypiques. On a quelqu'un qui nous dit bonjour, selon moi, à partir de quel budget minimum peut-on investir pour faire de l'IMO location? Bah écoute, avec pas grand-chose. Alors j'étais pas du tout d'accord avec le reportage hier de TF1, mais il y a eu un reportage hier de TF1 sur l'investissement dans les caves, avec des caves à partir de 5-6 000 euros, bon, plus frais de notaire et ainsi de suite. Il y a aussi certains qui sont fans de la location des garages, des parkings. Alors dans ma région, un garage, ça vaut 8 000, 10 000 euros, 20 000 grand max. Dans d'autres, évidemment, c'est plus, mais ça peut être tentant. Mais encore une fois, c'est pas forcément ce que je vais conseiller en termes de fiscalité et en termes d'endettement. Mais on peut commencer sur le papier avec une petite somme. Ce qu'il faut, c'est avoir un petit peu d'apport parce que les banques, en ce moment, notamment pour de l'investissement locatif, sont de plus en plus nombreuses à demander au moins 10% d'apport, voire plus. Et ça, c'est vrai que c'est pas la bonne nouvelle du moment. TRK nous dit est-ce que c'est rentable d'acheter ou vaut-il mieux louer? Écoute, dans la majorité des cas, c'est plus intéressant d'acheter. Il y a un inconnu qui est l'évolution du marché immobilier. Évidemment, quand tu achètes, tu commences à rembourser un capital à la banque chaque mois, 70-80% de ta mensualité d'emprunt. Et donc, du coup, forcément, ce capital diminue. Donc, si l'immobilier augmente, c'est le double avantage. Si l'immobilier se stabilise, bah, c'est un seul avantage, mais l'avantage du capital. Et si malheureusement l'immobilier vient avoir une grosse chute, bah, ça pourrait être une mauvaise nouvelle. Donc, en théorie, il est mieux d'acheter que de louer. Dadou qui nous dit que le Pinel est moins intéressant qu'avant. Non, le Pinel, oui, pardon, excuse-moi, tu as raison. Le Pinel d'ailleurs s'arrête au 31 décembre 2023. Ça a été annoncé il y a quelques mois. J'en ai fait d'ailleurs TikTok, YouTube, etc. Alors, j'ai jamais de toute façon, moi, été un grand fan de la loi Pinel et de toutes les lois de défiscalisation. Je fais de l'immobilier depuis mes 18 ans, donc j'en ai 35, ça fait 16-17 ans. Avant le Pinel, il y a eu le Cellier, il y a eu le Duflo, il y a eu le Deux-Robien quand j'ai commencé l'immobilier. Et plus en fait j'ai avancé dans le temps, moins les lois de finances
était intéressante et plus elle était liée à un vrai surcoût de l'achat du bien immobilier. Donc moi, tu vois, là, en ce moment, je suis en train de vendre assez régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, des appartements qui sont en fin de Pinel. Et malheureusement, c'est toujours avec une moins-value à la clé au final. Euh, Vraiment, avec des achats, par exemple, d'un appartement dans ma région à 150 000 euros il y a 10 ans, 40 000 euros de réduction d'impôt, ok, sauf que estimation en 2023 de l'appartement, 100 000 euros. Donc 150 000 moins 40 000 de réduction d'impôt, il y a encore 10 000 euros de perte alors qu'on a fait miroiter à l'investisseur 40 000 euros de réduction d'impôt. Donc le Pinel, sauf des gens qui ont eu la chance d'avoir le nez très creux et d'acheter dans des secteurs qui ont explosé en termes d'immobilier, je ne parle pas de 5 ou 10%, hein, je parle d'exploser, sauf ces investisseurs-là, le Pinel est 9 fois sur 10 inintéressant. Alors, tout. L'investissement immobilier, c'est d'acheter des apparts pour mettre en loc, c'est bien ça? Oui, bien sûr, même si l'investissement immobilier, c'est aussi l'achat de ta résidence principale, hein, parce que, encore une fois, tu capitalises en ne versant plus des loyers à perte. Mais oui, l'investissement immobilier, dans le sens où on l'entend, c'est d'acheter des biens immobiliers pour les mettre en location. Et après, il y a tout un tas de régimes de location qui ont plein de conséquences différentes. Location nue, location meublée, location saisonnière, colocation en bail unique, en bail séparé. Enfin, il y a un éventail dans l'immobilier avec à chaque fois une fiscalité différente, des avantages et des inconvénients à chaque situation. Et en fait, ça dépend souvent de votre personnalité. Moi, je ne vous dirai jamais le nu c'est génial, le meublé c'est nul ou vice-versa. Je vous dirai que dans chaque régime fiscal et juridique, il y a des avantages et des inconvénients. Et donc, il y a un régime qui va plus coller à votre personnalité, tout simplement. Adberarim qui nous dit que les taux sont encore bas, bah c'est vrai parce que ça fait 1 an qu'ils augmentent en fait. Donc oui, ils sont sûrement plus bas qu'ils ne le sont dans un mois ou dans 2 mois. C'est vrai. Abderrahim qui dit les biens avec Pinel étaient vendus plus cher que la normale. Ah oui, bien évidemment, le neuf est surcoté pour des raisons légitimes. Excellente performance énergétique, garantie dommage ouvrage, garantie de bonne fin de livraison, frais de notaire réduits, tout ce qu'on veut, ça c'est vrai, mais c'est clairement surcoté de 30 à 40 à 50% selon les endroits. Et c'est notamment dû, et ça je ne sais pas si certains le savent, c'est notamment dû aux bailleurs sociaux. On peut développer s'il y en a qui sont curieux. Oui, ML 467, tu poses une bonne question. Est-ce qu'on a le droit de faire un différé d'emprunt pour une résidence principale? Tout à fait. Si tu as des travaux, une enveloppe travaux à prévoir, tu peux négocier avec ta banque un différé d'emprunt de 6 mois, 12 mois, parfois 24 mois. J'ai même entendu dire, je ne l'ai jamais vu moi-même, mais 36 mois. Moi, dans ma banque CIC et Crédit Mutuel, dans mes deux banques, enfin dans mes caisses en tout cas en Normandie, c'est maximum 12 mois. On a Lola qui nous dit je signe mercredi un studio à côté des universités. Génial. Université de quelle ville? Dis-nous tout. Et bravo. TRK qui nous dit vaut-il mieux acheter dans du neuf ou de l'ancien? Alors moi je suis vraiment team ancien à fond. Je ne dis pas que le neuf est nul. Bon, je viens de donner quelques arguments qui vont dans le bon sens pour le neuf, mais le surcoût est énorme. Et en plus, le neuf se fait en général en périphérie des villes, parce que le plein centre-ville, l'hyper-centre-ville est construit. Donc les programmes neufs sortent en général dans des secteurs un peu moins recherchés que les hyper-centres-villes, si on parle d'un point de vue urbain. Est-ce que c'est vrai que l'investissement immobilier permet la tranquillité financière? Ouais, ça c'est clair et net. Attention, hein, c'est loin d'être magique. Il y a beaucoup de vendeurs de rêves sur ce sujet-là. J'en fais absolument pas partie. Il y a plein de contraintes, ça me donne des cheveux blancs, mais oui, évidemment, ça t'aide financièrement dans la vie. Ça c'est clair et net. Thomas qui nous dit je viens d'acheter un bien en VFA, donc un bien neuf. Est-ce un bon investissement? Précise-nous Thomas si c'est un investissement type loi Pinel. Si oui, et si tu étais déjà là depuis le début du live, tu verras que j'en suis pas un grand fan. Théo, oui, pose ta question. Je ne sais pas si c'est laquelle, si je peux y répondre, j'y répondrai. Lola qui nous dit c'est pour payer les HLM. Oui, c'est presque ça. C'est parce que la loi impose un minimum de logements sociaux et les promoteurs vendent des logements au sein de leur programme moins cher aux bailleurs sociaux. Et donc, c'est ce qui fait monter les prix pour les particuliers. Et ça, par contre, je suis absolument contre. Je ne suis pas quelqu'un qui a tendance à contester, à dire ouais, dans notre pays, ça c'est compliqué, ça c'est chiant si je peux être poli. Mais par contre, ce principe-là, je ne le tolère pas. Que le particulier remplace l'État dans le rôle de la construction de logement et que c'est à lui qu'on fait peser le prix de la construction.
Le live a commencé depuis un quart d'heure, on est une petite centaine. Mettez-moi des petits likes s'il vous plaît, les amis. Ça permet de montrer le live à d'autres personnes qui nous rejoignent. Et plus il y a de personnes sur le live, plus il y a de questions et plus c'est intéressant pour tout le monde. Donc le petit tapotage sur l'écran me fait plaisir. Tiens, j'en vois passer. Merci, c'est cool. Douar qui nous dit j'ai une question sérieuse. Bah, Douar pose là. On a Immobilier qui nous confirme que 36 mois ça existe. Bah écoute, oui, sûrement. On me l'a déjà dit plusieurs fois, même si moi je ne l'ai jamais vu passer, ni à titre personnel, ni dans les centaines, milliers peut-être maintenant de transactions que j'ai encadrées. Mais oui, a priori ça existe. On a Douar qui nous dit j'aimerais savoir si je peux avoir une location dans deux villes différentes. J'ai pas compris ta question, Douar. Salut, comment on fait pour acheter plusieurs appartements pour les mettre en location de jour? Bah écoute, deux possibilités. Soit, mais ce serait de toute façon une mauvaise idée, on a un beau capital à la banque et on achète des biens sans complexité. Soit c'est pas le cas, on a un minimum d'apport et on va démarcher une ou plusieurs banques pour obtenir des financements. Euh, Pourquoi pas acheter des biens avec travaux parce qu'il y a un intérêt fiscal à le faire, je peux le développer. Et, euh, et ensuite, on les met en location, soit soi-même si on a des compétences et du temps pour le gérer, soit en délégation par un professionnel de l'immobilier, une agence, un notaire, un huissier qui font parfois le métier d'administrateur de biens, etc. Marc nous dit de combien peut-on espérer une baisse d'honoraires sur l'achat d'un bien? Donc tu parles sûrement des honoraires d'un professionnel de l'immobilier. Je sais que ça existe. Moi, dans mes 5 agences, je ne fais jamais la moindre réduction sur mes honoraires, pas un seul euro. Donc si tu serais avec moi, bah, avec un grand sourire, je te dirais que c'est pas possible. Je sais que parfois, par contre, certains professionnels de l'immobilier, je me demande pourquoi, mais bref, font des remises des fois de 20-30% sur leurs honoraires. Mais c'est pas une science exacte. Samuel, intérêt fiscal, c'est-à-dire bah, les travaux, notamment en location nue, donc la location classique, entre guillemets, celle qu'on connaît le plus, ont un vrai intérêt fiscal pour éviter de payer des nouveaux impôts sur tes nouveaux loyers, voire même réduire tes impôts sur tes revenus de travail. En location meublée, c'est un régime un peu différent, mais ça a aussi bien sûr un intérêt fiscal. Qu'est-ce que nu propriétaire? Bah, c'est le fait de détacher fictivement la propriété d'un bien entre le nu propriétaire, celui qui le possède réellement, mais qui ne peut pas en jouir, et celui qui en jouit, l'usufruitier, donc qui peut l'habiter, qui peut le louer, mais qui n'en est pas réellement propriétaire et qui ne peut pas, par exemple, le vendre. Voilà la nue propriété qui va avec l'usufruit. Olivier, bah, sans contexte, une maison pourra être hors copropriété et prendre tout seul ses décisions. Aquila, les maisons modulaires sont-elles fiables? Durabilité, stabilité, normes. Est-ce que tu me parles justement des maisons préfabriquées de type bah, Phoenix? C'est un constructeur qui vient de fermer mais qui est connu en France entière. Et d'autres solutions comme ça. John Doe qui nous dit bonjour, tu possèdes combien de biens? Tu les revends et les loues et où tu les loues? Alors je les loue, je revends rarement. J'ai vendu mon premier immeuble de rapport que j'avais acheté en 2015 l'année dernière, non fin 2021. Sinon je garde. Et aujourd'hui j'ai une petite trentaine d'appartements, mais pas à 30 endroits différents, qui sont à chaque fois condensés dans des immeubles de rapport. J'ai 4 ou 5 immeubles de rapport tout seul, moi Patrick. J'en ai un avec ma femme, j'en ai un avec mon meilleur ami dans une SCI, bref, j'en ai 6 ou 7 au total. Comment faire plusieurs crédits par rapport au taux d'endettement? Bah, évidemment, le taux d'endettement est impliqué par les crédits, mais il y a aussi les loyers à mettre en face, même si les banques les pondèrent. Donc, plus la rentabilité de ton opération est importante, moins ta capacité d'emprunt sera impactée. Et après, bah, il y a la solution évidemment de mettre de l'apport ou de t'associer avec quelqu'un qui en a. Alors, Aurore, hello, pourquoi tu dis dans tes vidéos que les premiers achats, c'est mieux le nom propre que les SCI? Bah, déjà, merci de regarder mes vidéos si tu me poses cette question-là. Alors, déjà parce que la SCI, c'est loin d'être magique, et parce que je constate souvent dans mon entourage, amical, pote, dans mes clients, que les gens réfléchissent tellement à la stratégie fiscale, au montage, à la SCI. Malika, bonjour, vous êtes beau. Bah écoute, merci. On n'est pas sur le contexte immobilier, mais merci pour ce petit message. Alors j'espère que vous êtes toujours là parce que j'ai eu un message comme quoi mon Wi-Fi décodait. Je suis en campagne normande. Mettez-moi des petits pouces si vous êtes toujours là. Je vois que la connexion au live est toujours bonne et j'espère que oui.
Ah, j'ai pas de petit like, donc j'espère que vous allez sera mieux. Alors, est-ce qu'il y a des questions IMO que j'ai loupées? Alors, des aides performance qui nous demandent sur du neuf, comment réduire les impôts sur plusieurs années. Eh ben, sur du neuf, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de travaux. Donc, la location meublée peut être une bonne option parce qu'elle va te permettre d'amortir une partie de ton achat immobilier. Elle va permettre d'amortir le bâti et non pas le terrain. Ah, gros bug, trop de coupures, dites-moi si c'est un petit peu mieux, s'il vous plaît. J'ai coupé le Wi-Fi il y a une petite minute. Dites-moi si la connexion est un peu mieux. Et si oui, c'est reparti. Ah, Lola qui nous dit c'est mieux. Aurore aussi. Cool. Merci mesdames. Alors Théo, excuse-moi, j'ai déjà vu passer ta question, j'y ai pas répondu parce que je n'ai jamais été confronté à ce cas-là. Désolé. Donc oui, c'est sûrement une bonne affaire, mais j'ai jamais eu un client ou une connaissance qui a eu un terrain auquel on lui a fait ce genre de proposition. J'ai déjà eu, ça va un petit peu dans le même sens, des copropriétés qui louent leur toit pour poser une immeuble, pour poser une antenne pardon, à SFR, ce genre de choses. J'ai déjà eu ça dans mes clients, mais pas le cas que tu viens d'exposer. Ah, on a Mathilde qui nous dit c'est mieux. Mathilde, c'est une de mes collaboratrices qui fait de la gestion locative chez nous. Si c'est bien toi, hein, parce que la photo est petite, mais vu le nom, je pense que c'est toi, Mathilde. Alors, on a une question Lola qui nous dit j'hésite meubler nu, sachant que le turnover sera élevé dans tous les cas. Oui, même s'il est prouvé qu'en location nue, le turnover, et je dis pas que c'est le seul avantage à prendre en compte, est moins important parce que bah, c'est plus chiant hein, d'emménager dans un logement qui est nu, même si c'est un studio, parce qu'il faut s'embêter à amener ses meubles, sa machine à laver éventuellement, etc. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait tous les 4 matins, alors qu'en location meublée, j'ai déjà vu dans mon portefeuille de gestion locative des préavis tomber au bout de 3 semaines. Parce qu'on a des gens qui arrivent avec 2 valises dans la bagnole, tout est meublé forcément, et qui peuvent rentrer et sortir trop facilement des biens. SDNR qui nous dit bonjour, on me propose un poste en tant qu'assistante de gestion locative, qu'en penses-tu? On pourrait demander à Mathilde qui est en dessous de répondre parce que, alors elle n'a pas le rôle d'assistante, mais Mathilde fait de la gestion locative, elle pourrait te parler de son quotidien. Côté sympa, plein de déplacements, tu fais des visites, tu rencontres des gens. Côté moins sympa, tu fais des états des lieux très souvent. Et les états des lieux, ça peut être conflictuel. Alors il y a plein d'astuces pour s'améliorer sur ce sujet-là, aussi bien à titre perso quand on est un investisseur bailleur que quand on est agent immobilier. Plus on anticipe en amont, mieux les états des lieux vont se passer après, mais ça reste le côté un peu chiant du métier. C'est ce que j'aime le moins, moi, dans mon rôle d'investisseur ou d'agent immobilier, c'est les états des lieux. Tanger qui nous dit salut, location aux propriétaires. Alors je ne sais pas de quelle est ta question. Alors des aides sur du neuf, comment réduire les impôts sur plusieurs années, je t'ai déjà répondu. Alors tu ne vas pas réduire les impôts, mais tu vas éviter d'en créer des nouveaux en faisant de la location meublée qui va te permettre d'amortir ton achat immobilier. Alors ML467, qu'est-ce que je pense d'acheter une résidence principale comme premier bien? Donc ça, j'en pense pas du mal, pas du tout, au contraire. Et acheter un immeuble grave à la plus-value. J'ai pas pigé, mon ami. Reformule. Alors, on est une petite soixantaine, ça devient un peu plus calme. Mettez quelques petits pouces, s'il vous plaît, sur le live pour que l'algorithme TikTok nous ramène du monde. Ah, Ragnar qui nous pose une bonne question technique. Salut, je loue un appart en meublé et un en non meublé. Comment ça va se passer pour les impôts? Deux déclarations complètement différentes. Une 2042 pour la déclaration de revenus fonciers et une de mémoire 2072 concernant la location meublée. Mais en tout cas, ça va se passer de façon complètement différente. J'espère juste pour toi, pour la gestion et pour le risque de contrôle fiscal, que les deux appartements ne sont pas dans le même immeuble. Parce que si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas d'incidence de comptabilité. Si par contre au sein d'un même immeuble de rapport, tu fais à la fois de la location nue et à la fois de la location meublée, c'est tout à fait possible, mais c'est très piégeux. Samuel qui nous demande comment connaître la valorisation d'un bien pour une future vente. Bah écoute, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on n'est absolument pas devin sur l'état du marché immobilier. Moi, je rencontre parfois des gens qui me disent bah, j'ai un bien qui est dans tel état, estimez-moi-le dans un an parce que je vais y faire tel et tel travaux. Bah déjà, j'ai pas vu les travaux, j'ai pas vu qui les a fait, la qualité. Et le marché immobilier dans un an, il peut avoir pris 15%, il peut en avoir perdu 20%. Donc on ne peut valoriser, estimer que ce qu'on connaît et ce qu'on voit.
Mathilde qui nous dit, c'est génial comme métier. Ah, tu le vends bien, Mathilde. Pourtant, ce matin, je t'entendais un peu pester au téléphone, hein. Les locataires t'embêtaient ce matin. Fred qui demande si je conseillerais d'acheter dans un bien avec un DPE G. Alors, si c'est pour du locatif, oui, clairement. Pourquoi? Parce que tu vas en théorie le payer peu cher. Si le bien est en G, il ne peut pas être au prix fort. C'est forcément un bien qui nécessite des travaux. Et les travaux vont avoir un intérêt fiscal, patrimonial, parce que ton bien va être en parfait état, etc. Donc oui, moi j'adore investir dans des biens immobiliers dits passoires thermiques. Alors moi, je me suis un peu calmé ces derniers mois sur les investissements immobiliers. Donc quand je faisais les miens, on ne parlait pas justement de passoire énergétique, il n'y avait pas encore l'audit énergétique, mais j'ai toujours acheté des biens en fait avec des DPE pourris, toujours. DZ qui nous dit j'ai pas compris ta réponse sur le neuf, bah, excuse-moi, je vais essayer de la reformuler, mais je te l'ai déjà indiqué deux fois. Euh, un achat dans le neuf pour faire de la location, je te conseillerais d'opter pour le régime de la location meublée et donc de te mettre en LMNP. Attention, il y a des obligations, inscription, obtention d'un numéro de SIRET, paiement de la CFE, etc. Mais en tout cas, contrairement à la location nue, ça te permettra d'amortir comptablement, fiscalement si tu préfères, la valeur du bien immobilier. Grutier qui nous dit bonjour, en tant que locataire, comment changer l'électroménager et le four? Mais écoute, si quand tu es arrivé dans le logement, il y avait un four qui faisait partie du bail, c'est un équipement bailleur. En théorie, s'il fonctionne plus, c'est au bailleur de le changer et non pas à toi. Après, si tu veux le changer pour ton confort, pour un four de meilleure qualité ou je ne sais quoi, bah, le conseil, ça serait de le mettre à la place, de stocker l'ancien et de reposer l'ancien en partant. Furax, si on veut faire des appartements réservés aux étudiants, y a-t-il des règles normes? Alors on ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire qu'on fait. Alors certains investissent dans des résidences étudiantes, pardon, avec la location à une société qui gère pour toi, ok. Mais toi dire je fais des logements réservés aux étudiants, bah, ce serait discriminatoire, mon ami. On ne peut pas dire que dans tel logement on met que des étudiants, c'est discriminatoire. Au même titre qu'on dit qu'on va pas mettre, on va pas louer à des personnes noires un logement. Bah, en fait, c'est autant discriminatoire de dire qu'on réserve notre logement à des étudiants. Et donc il faut faire attention en tant que bailleur, en tant que professionnel de l'immobilier. On n'est jamais loin, la frontière avec le bon sens et la discrimination, on n'en est jamais très loin. Donc on ne peut pas demain faire un logement réservé aux étudiants. C'est discriminatoire. Salut à ceux qui arrivent. Ça tourne un peu, il y a des nouvelles personnes qui arrivent et d'autres qui partent. Alors, ML qui me demande si je fais essentiellement de la location courte ou longue durée, uniquement longue durée. À la fois à titre personnel, sur mon patrimoine, et à la fois dans mes agences immobilières. Que de la longue durée, pas du tout de courte durée. DZ Performance, je me suis mal exprimé, c'est une construction de deux maisons pour la location, comment réduire les impôts? Pareil, toujours pareil, opter pour la location meublée et non pas la location nue, parce que faire de la construction en nom propre pour faire de la location nue, c'est la pire idée qu'on peut avoir en termes de fiscalité. C'est peut-être un peu dommage que tu te poses la question si tu as déjà commencé le projet, mais en tout cas, en espérant que la location meublée soit adaptée à l'endroit où tu es, mais il faut faire de la location meublée. ML467, pourquoi je ne fais pas la courte durée? Parce qu'il y a plein d'inconvénients cachés qu'on ne découvre que quand on pratique. Un métier extrêmement chronophage, des frais, des impôts qui n'existent pas en location nue, une rentabilité qu'on croit sur 12 mois ou sur 365 jours alors qu'elle ne l'est pas. Je suis vraiment, vraiment pas un fan de la location saisonnière. Marie qui s'en va. Ciao Marie, merci d'avoir suivi la première demi-heure de ce live. Alors on a Ancelin qui arrive. Ancelin, ton nom dit quelque chose, donc tu as déjà été dans un de mes lives, merci de revenir. Tu investis dans une maison à LMNP réel, penses-tu qu'il faille revendre une fois? Alors le reste de la question va arriver, je crois. Pensez bien à vous abonner, hein. Question bête, hein. Enfin info bête. Je fais pas beaucoup de pubs dans mes lives, mais pensez bien à vous abonner. Mettez des petits likes, ça fait toujours plaisir. Et bah, je le dirai une ou deux fois dans le live pour ceux qui aiment l'immobilier, mais qui aiment aussi les voitures. C'est ma deuxième passion. J'ai un deuxième compte TikTok qui s'appelle les bolides de Patoche, où vous pouvez suivre mes aventures automobiles.